Je suis convaincue que les militants n'ont plus peur aujourd'hui. C'est vrai, le pays est quadrillé et je suis fière, heureuse de constater que nous avons plein de forces de l'ordre dans le pays. Et pourtant, nos enfants meurent tous les jours que Dieu fait à cause de l'insécurité, à cause des troupes djihadistes dans le pays. C'est pour nous dire après que personne ne sait d'où viennent ces forces. Je confirme aujourd'hui que ces formes sont l'émanation de notre pouvoir en place. Sinon, comment comprendre des travailleurs, de simples militants qui décident de crier leur ras-le-bol à cause de la misère ambiante qui sévit dans le pays. Allez jeter un coup d'œil dans le marché. J'y étais la dernière fois. Le kilo du haricot que j'avais pris il y a 2 semaines à 600 francs est passé à 750 francs. 800 francs. Mais quel est ce travailleur moyen-là qui pourra donner la popote jusqu'à la hauteur de 150 000 francs à sa femme? On en a encore pour longtemps. Et c'est pour cette raison que, aujourd'hui, je vous félicite, je nous félicite, et je nous demande de ne pas baisser la garde. Parce que ceux qu'ils pensent voir, on leur a démontré le contraire. C'est vrai, la cour de la bourse de travail n'est pas noire de monde, mais il n'y a jamais un monde assez grand pour faire la révolution. Vous serez les pionniers de l'avenir de ce pays. Plus jamais ça dans ce pays, parce que c'est là où ce pouvoir veut nous conduire. Si on s'entête, ils vont nous tuer pas des comme des mouches, mais nous n'allons pas leur laisser la main libre de le faire. Dès que nous allons organiser, programmer notre marche et être confrontés par leur répression, nous allons nous replier dans la maison des travailleurs pour marquer l'événement, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ce jour, 7 mai, journée nationale de lutte contre la torture, journée officielle consacrée depuis 1994. Ce jour mémorable a essuyé l'opposition du pouvoir et de ses sous-fifs, le préfet Onroula, notamment à la marche pacifique pour la commémorer. L'humanité entière constate ainsi avec nous que le pouvoir autocratique de Talon est rentré dans l'illégalité en violant ses propres lois. Le peuple en tirera les leçons et nous sommes convaincus de ces bonnes leçons puisqu'il ne baisse pas les bras et nous sommes debout avec lui. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, militantes et militants, en commémorant nos héros et martyrs dans le contexte des violations systématiques des plages de liberté qu'ils ont aidé à conquérir, nous osons dire haut et fort: à bas la dictature autocratique, en avant pour la reconquête de la démocratie avec un pouvoir patriotique et de probité qui respecte les libertés fondamentales, la mémoire de nos héros et martyrs en rendant la journée chômée et payée, la souveraineté du peuple, le départ des troupes françaises et autres de notre pays. Nous exigeons en conséquence la libération de tous les détenus politiques, sans exception et sans condition. Vous savez, la situation de marche et autres, nous avons évolué. Ce n'est plus les marches aujourd'hui qui amènent sur un terrain de solution. C'est plutôt de faire des recherches, des causes et des résolutions et aller à la négociation, aller à la discussion. Je crois qu'aujourd'hui, si
les marcheurs ont une solution concrète, ont le pouvoir de la capacité de faire une bonne proposition qui va au bénéfice de la population, je crois que ce qui est primordial, ce n'est pas la marche. Pour moi, ce n'est pas la marche. Parce que, dites-moi aujourd'hui, on leur demande de marcher, on leur autorise de marcher. Ils marchent. Est-ce que la solution va être trouvée après la marche? Non, je ne crois pas. La marche exprime quelque chose et je crois que nous ne sommes pas encore à ce niveau des choses. C'est vrai que ce que je dis tout à l'heure, il y a un peu de tension, la répression policière a fait que, bon, écoute, mais dans cette situation-là, mais vous voulez qu'on laisse les gens marcher et qu'après, quand ça va déborder, on va accuser le gouvernement. Les gens ont tellement des situations. Le gouvernement n'est pas nécessairement à l'origine et ils remettent tout je donne un exemple. Le villageois aujourd'hui qui est dans son village, qui cultive, qui fait ce truc-là, au fin fond Bénin, allez, les gens ne vont pas dire qu'ils ont la crise comme ça se voit dans les villes. Tout le monde veut venir en ville sans avoir les moyens de vivre réellement, sans avoir les trucs là. Ils viennent en ville et puis ils se comportent mal et puis ça dégénère, Donc nous devons revoir nos comportements. Ce n'est pas la marche pour moi. Ce n'est pas la marche qui règle le problème actuellement parce qu'effectivement il y a la tension et tout le monde veut en profiter. Et je crois que étant responsable, nous devons quand même comprendre, aller vers le gouvernement. Si nous avons des propositions concrètes, déposées sur la table et que puisque le gouvernement les appelle à la table de négociation. Je vois pourquoi c'est la marche qui est primordiale. Je ne vois pas. Peut-être qu'il y a une autre idée derrière. On ne comprend pas. Et je vais vous dire, vous savez, la plupart de ces responsables qui veulent la marche, allez faire des enquêtes pour voir où sont les enfants. Est-ce que la marche aujourd'hui, c'est ça le nécessaire? Je ne crois pas. Je comprends qu'ils veulent exprimer quelque chose, ils ont le droit, mais ils n'ont qu'à aller doucement, ils n'ont qu'à aller parce que quand ça va commencer, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Et c'est le gouvernement qu'on va tenir responsable. Lorsque ça va commencer, que les badauds vont rentrer en jeu, ils vont faire des casses, ils vont faire ici, la police ne va pas rester tranquille. On va vouloir arrêter les gens, on va vouloir parce que vous êtes en face d'une violence et on doit agir. Et lorsque le gouvernement ou bien la police va agir, on va commencer à dire encore qu'on a tué ci, qu'on a fait ça. Et voilà, donc je pense, si nous sommes sérieux et que nous aimons ce pays, ce n'est pas la marche qui règle le problème. Je préfère encore des formules de sitting où, au sitting, on fait une déclaration, on pose le problème. C'est aussi simple. Hein? Donc, je demande pardon aux syndicalistes de penser aux enfants, de penser aux progénitures. Hein? Ce qui se fait, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Pour réussir, ce n'est pas facile. Depuis 60 à 2016, comparer les choses. Je crois que, je ne dis pas que le gouvernement a raison 100%, mais le gouvernement essaie de faire ce qu'il peut pour un lendemain meilleur pour le Bénin. Hein? Mais ce ne serait pas facile. Nous devons comprendre, et c'est ensemble que nous devons porter haut ce qui est commencé par le gouvernement. Je nous remercie. Today I had the honor of meeting with President Talon. J'ai eu l'honneur de rencontrer son Excellence Monsieur le Président Talon pour discuter d'un certain nombre de faits en matière de coopération militaire et de ce que nous pouvons faire pour pouvoir approfondir la relation entre nos deux pays en matière de coopération sécuritaire militaire. Nous avons discuté de beaucoup de choses, des défis et des menaces que rencontre le Bénin et également la sous-région, mais nous avons également exploré les opportunités qui existent pour pouvoir atteindre le succès dans la lutte contre ces menaces. Nous voudrions voir comment créer un environnement de sécurité qui permettrait aux populations de pouvoir s'épanouir. Le bon partenariat qui existe entre nous requiert un travail d'équipe et c'est ce travail d'équipe que nous faisions depuis dans le passé en construisant, en renforçant les capacités des forces armées béninoises, en faisant de soutien à l'équipement et nous allons continuer à faire ça pour s'assurer que nous construisons un environnement de sécurité paisible pour que les deux nations puissent avancer sur les valeurs et les intérêts communs.
to increase my travels across Je multiplie mes voyages sur l'Afrique afin de pouvoir interagir avec les partenaires africains et apprendre d'eux. Je veux surtout, à travers l'engagement avec ces partenaires, voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour construire la stabilité, la sécurité et la prospérité dont les peuples ont besoin. prosperity for the populations within the host country. Le gouvernement du Bénin, pour sa part, est résolument déterminé, engagé dans la protection de la liberté de la presse, tel que stipulé dans le programme d'action du gouvernement 2021-2026, en son axe stratégique 1, renforcer la liberté de la presse et l'accès public à l'information. Les actions entreprises depuis 2016 ont pour objectif de créer les conditions d'une presse plurielle, moderne et responsable en vue du rayonnement de notre pays. C'est notre action commune. Ainsi, diverses actions de modernisation, de renforcement de capacité de la presse ont été mises en œuvre au profit des acteurs des médias. Nous avons un projet dénommé Accès des populations à l'information de qualité et aux médias de qualité. Pour que cela soit, il faut que la presse prospère, les entreprises de presse soient de qualité afin qu'ils produisent des contenus de qualité par des gens bien formés, c'est-à-dire des journalistes de qualité. Voilà, grosso modo, tout ce que le ministère du numérique et de la digitalisation fait pour le rayonnement de la presse béninoise. Au Togo, l'élection présidentielle au suffrage universel, c'est fini. La nouvelle constitution votée le 19 avril par l'Assemblée nationale et promulguée lundi par Faure Gnassingbé met en lumière ce changement. Alors que le pays entre dans la 5e République, c'est l'Assemblée nationale qui désignera le président de la République, doté d'un rôle essentiellement honorifique. Les leviers du pouvoir seront en réalité aux mains du président du Conseil des ministres, un super chef de gouvernement en filigrane, choisi au sein du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Alors que sa formation politique a remporté 108 des 113 sièges en jeu lors des dernières législatives, Faure Gnassingbé pourrait jeter son dévolu sur ce nouveau poste dont les mandats ne sont pas limités. La nouvelle constitution est fortement contestée par l'opposition et la société civile. À Niragongo, au nord de Goma, dans l'est de la RDC, cette école a été choisie comme centre d'examen d'État pour les élèves de Rutshuru et Kibumba, déplacés suite au conflit impliquant les rebelles du M23. Ces jeunes traumatisés par la guerre s'apprêtent donc à passer un examen crucial loin de chez eux, scrutant les listes avec anxiété. À 20 ans, Florent Touchimwe doit passer son examen sur fond de crise sécuritaire. Après avoir fui la guerre l'année dernière, il aspire à trouver la force requise pour réussir son baccalauréat. Je dois faire l'examen ici parce que là, Kibumba, la guerre est tellement grave. Ici, nous nous sentons vraiment, nous ne nous inquiétons plus de la guerre, nous nous inquiétons des études, c'est pourquoi nous devons passer demain l'examen d'État. Oui, on nous a communiqué que le gouvernement a payé les frais de participation. Pour cet examen d'État, Niragongo attend un total de 2000 élèves. La majorité est originaire des zones sous contrôle du M23, tandis que quelques-uns ont rejoint l'armée ou de mouvements patriotiques tels que les Wazalendo. Les autorités locales assurent que toutes les mesures ont été prises pour le bon déroulement des épreuves. Nous sommes autour de 2000. Après le checking, l'inspecteur chef de poule qui gère les fichiers m'a dit que voilà, il y a certains élèves qui ont abandonné, mais aussi d'autres qui ont intégré le groupe Wazalendo. Ils ont jugé bien de servir le pays sous les drapeaux. C'est aussi un choix. On ne peut pas les condamner pour ça. La société civile et d'autres groupes de pression appellent à la tenue des examens, même dans les zones sous occupation rebelle, telles que Massissi et Rutshuru.
Le gouvernement kényan a poursuivi ses expulsions et démolitions par la force mardi dans la plupart des quartiers informels de Nairobi. La police kenyane a lancé des grenades lacrymogènes pour faire évacuer les bidonvilles situés près des rivières. La plupart des résidents ont été pris au dépourvu malgré l'expiration il y a 5 jours d'une directive de 48 heures du président William Ruto les invitant à quitter la zone. Angoissés, de nombreux habitants ont fait part de leur douleur, se sentant délaissés par le chef d'État. Ruto, nous avons voté pour toi parce que tu as dit que tu protégerais les pauvres. Maintenant, est-ce que tu les aides ou est-ce que tu es en train de les achever? Si vous avez l'intention d'en finir avec les pauvres Kenyans, alors bombardez-nous tous et finissons-en. Vous êtes en train de nous achever et vous prétendez être un homme de Dieu. Les habitants ont insisté, impuissants, à la démolition des structures de tôle et de bois par les bulldozers. La directive gouvernementale a été prise en vue de protéger les populations de ces quartiers des inondations engendrées par les fortes pluies. Qu'allons-nous faire maintenant? Nous aimons notre président et c'est pourquoi nous l'avons soutenu. Il devrait nous venir en aide parce qu'ici, nous n'avons eu aucun problème pour nous déplacer. Nous demandons une aide urgente pour réinstaller les personnes qui n'ont nulle part où loger et qui n'ont pas de moyens de subsistance. Plus de 210 000 personnes ont été déplacées au Kenya. Le ministère de l'Intérieur œuvre à installer des camps dans différentes parties du pays pour les accueillir. La Namibie est devenue le premier pays d'Afrique à être sur la voie de l'élimination de la transmission du VIH et de l'hépatite virale B de la mère à l'enfant. La lutte contre la propagation de ces virus à la naissance progresse dans le pays où plus de 200 000 personnes vivent avec le VIH. C'est notamment grâce à l'intégration du pays de soins de santé primaires aux services de santé prénatale, infantile, sexuelle et reproductive. Le gouvernement namibien a également engagé un financement national stable pour les programmes de santé, offrant des services cliniques et un soutien largement accessible de qualité et gratuit. Le dépistage du VIH chez les femmes enceintes est presque universellement disponible dans tout le pays et l'accès au traitement a permis de réduire de 70% la transmission verticale au cours des 20 dernières années. En 2022, seuls 4% des bébés nés de mères séropositives ont contracté le virus et près de 80% des nourrissons ont reçu à temps une dose de vaccin contre l'hépatite B à la naissance. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a rencontré mardi son homologue sierra-léonais Timothy Kaba à Moscou pour discuter des relations bilatérales. En plus du renforcement de leurs liens diplomatiques, Moscou et Freetown réfléchissent à une coopération dans le domaine énergétique. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être ici pour contribuer à approfondir et à renforcer la coopération entre nos pays. Et je voudrais féliciter le président Vladimir Poutine pour sa victoire confiante et son investiture aujourd'hui. Et lui souhaiter ainsi qu'à tout le peuple russe davantage de prospérité. Lavrov a qualifié la Sierra Leone de partenaire fiable traditionnel en Afrique. Nous prévoyons d'ouvrir de nouvelles missions diplomatiques sur le continent africain, notamment à Freetown. Nous prévoyons de le faire cette année, avant la fin de l'année. Toutes les décisions nécessaires ont été prises. Il faut les mettre en œuvre. C'est une phase pratique et nous y travaillons. Le chef de la diplomatie russe a également annoncé que les deux pays envisageaient une coopération dans le domaine de l'énergie, notamment la possibilité de construire une centrale nucléaire en Sierra Leone. Ces ouvriers sont à l'œuvre dans le parc écologique Higher Egypt. Cet éco-parc industriel créé par le géant chinois de l'électronique a démarré ses activités début mai. Ce projet sino-égyptien a été lancé en mars de l'année dernière afin de stimuler la fabrication locale d'appareils électroménagers. Le projet est construit sur une surface de 200 000 m² avec un total de 135 millions de dollars d'investissements directs étrangers. La phase dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui concerne la fabrication de 2 modèles de lave-linge
à chargement frontal et à chargement par le haut, ainsi que de téléviseurs et de climatiseurs, y compris des unités domestiques et centrales de moyenne et faible capacité. Outre le marché local, ces appareils Made in Egypt viseront aussi les marchés d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Europe. Le pourcentage de composants locaux varie entre 40 et 65%. Nous visons le marché local avec 70% de la production, tandis que 30% sont destinés à l'exportation. La capacité de production de cette phase est de 1 million d'unités par an et celle de l'ensemble du projet devrait atteindre 1,5 million. L'usine utilise des technologies permettant de limiter les émissions de gaz afin de protéger l'environnement. Nous utilisons la technologie chinoise pour différents produits dans tout le processus de fabrication. Nous disposons d'une technologie de pointe comme les tours de refroidissement et les chaudières écologiques. Nous n'avons pas d'équipement fonctionnant au diesel. Il n'y a pas d'émission de chaleur ou de quoi que ce soit qui puisse nuire à l'environnement. Le parc industriel a permis la création d'environ 2000 emplois. La santé, la jeunesse, la coopération universitaire et la recherche, entre autres au centre de la visite mardi de la première ministre italienne à Tripoli. Dans la capitale libyenne, Giorgia Meloni a échangé avec Hamid Mohamed Deiba, premier ministre du gouvernement libyen de stabilité nationale. Rome et Tripoli ont notamment signé des déclarations d'intention pour divers domaines qui font partie du plan Mattei pour le développement de l'Afrique. Ce plan soutenu par le gouvernement italien a pour objectif de favoriser la création d'emplois en Afrique pour limiter l'immigration clandestine vers l'Europe. La présence de Giorgia Meloni en Libye est loin d'être fortuite. Depuis la chute de Muammar Kadhafi, en effet, le pays d'Afrique du Nord est devenu un itinéraire majeur pour les migrants qui tentent de traverser la Méditerranée afin de rejoindre l'Europe. Les autorités israéliennes ont annoncé qu'une brigade de chars a pris mardi le contrôle du côté bande de Gaza du poste frontière de Rafah. Ce passage crucial est la principale voie d'acheminement de l'aide vers l'enclave assiégée et vers la sortie de ceux qui peuvent fuir vers l'Égypte. La défense civile palestinienne a fait état de nombreux morts dans la ville où s'entassaient encore le week-end dernier 1,2 million de Palestiniens, en majorité déplacés par les combats. Tsahal poursuit ainsi son offensive dans la ville du Sud, quelques heures avant de nouveau pourparlers au Caire pour tenter d'obtenir un accord de trêve avec le Hamas. Le mouvement islamiste avait annoncé lundi soir avoir accepté la proposition de cessez-le-feu présentée par les médiateurs égyptiens et qataris. Des scènes de joie et des tirs en l'air ont accueilli cette annonce à Rafah, où Israël a annoncé une opération visant à faire évacuer des dizaines de milliers de familles palestiniennes, avant de bombarder certains quartiers de la ville, en dépit des condamnations internationales. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a jugé inhumain cet ordre d'évacuation. L'Organisation mondiale de la santé a également souligné que cette opération aggravera les souffrances des Gazaouis.